Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on débute en bourse. Lorsqu'on débute en bourse, il est très commun de commettre des erreurs basiques, tout ça à cause d'excitation ou par ignorance. Le problème, c'est que ces erreurs peuvent coûter très cher. C'est pourquoi il faut essayer d'avoir la bonne approche et la bonne philosophie pour éviter de les commettre. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 10 erreurs communes commises par de nombreux débutants et comment faire pour ne pas les commettre. La première erreur à éviter lorsqu'on débute en bourse, c'est d'investir avant d'être prêt. Avant d'être prêt financièrement et avant d'être prêt psychologiquement. Ce sont les deux facteurs à maîtriser avant d'investir. Alors qu'est-ce que j'entends par avant d'être prêt financièrement? Premièrement, investir lorsqu'on a beaucoup de dettes. Si vous avez beaucoup de dettes, par exemple des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt élevés, il vaut mieux d'abord vous délester de vos crédits avant d'investir en bourse. Si vous avez des crédits avec des taux d'intérêt de 5, 6, 7 ou 8%, voire même plus, on voit sur le site de la Banque de France que certains organismes de crédit peuvent vous faire des crédits de moins de 3 000 euros avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 15 ou 20%. Si vous avez des crédits avec des taux d'intérêt pareils, il vaut mieux vous en délester immédiatement, ce qui vous permettra de libérer du capital pour investir. Si vous investissez alors que vous avez des crédits de 15% sur le dos, les rendements que vous allez générer en bourse seront inférieurs au taux d'intérêt des crédits. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun sens d'investir. Il vaut mieux d'abord vous délaisser de vos crédits et ensuite investir. La deuxième chose à faire, c'est de vous constituer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est une somme d'argent qui est disponible quand vous en avez besoin, au cas où vous avez donc une urgence imprévue qui nécessite des grosses dépenses. Si vous n'avez pas de fonds d'urgence, vous serez obligé de vendre vos positions en bourse afin de payer la facture d'imprévu. Cet imprévu peut être un accident de voiture, une perte d'emploi ou une maladie grave. Donc, pour éviter de toucher à vos investissements, ayez une cagnotte de côté. En général, on parle de 6 à 12 mois de dépenses mensuelles qui vous évitera de sortir, de vendre vos positions en bourse si vous avez besoin d'argent. Et ensuite, il faut être prêt psychologiquement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par être prêt psychologiquement? Simplement, êtes-vous prêt à sacrifier un peu de gratification immédiate en vue d'avoir une gratification future plus élevée? Alors, c'est une question très importante et si la réponse à cette question est non, vous n'êtes pas prêt à investir en bourse. La bourse requiert patience, discipline et volonté afin de sacrifier un peu de bien-être immédiat en vue d'avoir un bien-être futur supérieur. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est d'avoir des attentes irréalistes. Construire un patrimoine en bourse prend du temps, de la discipline et de la volonté. Beaucoup de gens par contre pensent que la bourse est un énorme casino où on peut gagner des sommes faramineuses en très peu de temps. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est très rare de réaliser des énormes coups qui vont vous rendre riche du jour au lendemain. La bourse est plutôt un outil qui vous permet d'atteindre des objectifs financiers à long terme. C'est pourquoi il faut vous mettre des attentes réalistes. Le marché en général, donc quand on parle du marché, on parle du S&P 500, le marché en général génère un rendement annuel moyen de l'ordre de 8 à 10% annuel sur des périodes de 30 ans. Donc en fonction du moment où vous rentrez sur le marché, votre fenêtre de 30 ans sera différente et le rendement annuel moyen peut varier entre 8 et 10%. Il est donc très irréaliste d'entrer en bourse en espérant avoir un rendement de 25% annuel tous les ans pendant 30 ans. Certains produits que vous achèterez vont peut-être vous générer ce rendement-là, mais d'autres ne vous le généreront pas. Ce qui veut dire que si vous lissez tous les investissements que vous allez faire, attendez-vous en bourse à avoir un rendement moyen de 8 à 10% annuel. N'oubliez pas que la bourse peut fluctuer, ce qui veut dire que certaines années la bourse peut flamber, d'autres années la bourse peut baisser. C'est donc pourquoi on parle de rendement annuel moyen sur une longue période. Troisième erreur que commettent de nombreux investisseurs, c'est de faire confiance aux mauvaises personnes. Lorsqu'on débute en bourse, on écoute souvent trop ce que disent les analystes financiers et également ce que disent des gens anonymes sur des forums internet ou même des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il est très dangereux de se fier à ce genre de personnes pour faire vos décisions d'investissement. Premièrement, parce que vous ne connaissez pas l'historique de performance de leur portefeuille au cours des 10 ou 20 dernières années. Et ensuite, parce que même les meilleures analyses peuvent donner des mauvaises recommandations. Et troisièmement, parce que vous ne connaissez jamais les intentions de ces gens-là. Certaines personnes ont des bonnes intentions et veulent vous faire gagner de l'argent, mais d'autres en fait veulent juste gagner de l'argent pour elles-mêmes, souvent même à vos dépens. Par exemple, beaucoup d'influenceurs et de faux gourous sur les réseaux sociaux vont vous promettre de vous apprendre des techniques d'investissement ou des techniques de trading sophistiquées qui vont vous permettre de générer d'énormes rendements et d'atteindre la liberté financière, alors qu'en fait, ils essayent simplement de vous vendre une formation qui coûte plusieurs milliers d'euros. Et une fois que vous avez passé cette formation, vous ne serez pas forcément mieux armé que vous ne l'étiez auparavant pour investir en bourse. Donc en général, dites-vous bien, si quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, en général, ça l'est.
Donc le meilleur conseil à donner aux débutants, c'est de ne pas vous fier à ce que disent des anonymes sur Internet ou des analystes professionnels, mais plutôt de toujours faire vos propres recherches et de développer votre propre avis afin de savoir dans quoi vous investissez. Cela nous mène donc à la quatrième erreur que commettent de nombreux débutants, c'est justement de ne pas savoir ce qu'ils achètent et de ne pas comprendre les produits dans lesquels ils investissent. Par exemple, vous savez que Amazon, c'est le leader du e-commerce mondial, qui vendent des gadgets technologiques comme Alexa et qui sont en train de développer la livraison de colis par drone. Très bien. Mais savez-vous en fait que l'e-commerce, c'est la partie du business d'Amazon qui génère le moins de profit, ou du moins dont la part de profit par rapport au chiffre d'affaires est la plus faible de l'entreprise? C'est vrai. Amazon, c'est surtout un leader dans le cloud computing, ce qu'on appelle l'informatique en nuage, et Amazon possède près de 30% du marché mondial du cloud computing. Et donc par rapport aux revenus, le cloud computing est le secteur d'activité d'Amazon qui génère le plus de revenus et c'est la partie de son business qui est en plus forte croissance. De même, la partie du secteur publicitaire digital en ligne de Amazon génère également beaucoup de profits pour Amazon et c'est un secteur d'activité qui est également en forte croissance. Mais beaucoup de gens qui connaissent la compagnie Amazon ne savent pas que Amazon est un leader du cloud computing et de la publicité digitale. Également, Amazon a beaucoup d'autres secteurs d'activité. Ils sont aussi également impliqués dans la recherche scientifique et ils ont des milliers de brevets à leur actif qui, en fait, au fil du temps qui va passer, tous ces brevets-là auront des applications réelles qui vont générer encore plus de revenus pour Amazon à l'avenir. Ce ne sera pas forcément des brevets qui ont des applications dans le monde de l'e-commerce, mais dans d'autres secteurs. Donc tout ça pour dire qu'il faut bien comprendre une entreprise avant d'y investir son argent. Que fait-elle vraiment? Quelles sont ses sources de revenus et de profits? Quelle est sa santé financière via ses taux d'endettement que vous pouvez analyser? Quels sont ses flux de trésorerie disponibles? Tout ça, vous pouvez le savoir si vous avez regardé ma vidéo sur comment analyser une entreprise. Qui sont ses concurrents et quels sont les avantages concurrentiels de cette entreprise? Quelles sont ses perspectives de croissance? Tout ça, ce sont les facteurs que vous devez analyser avant d'investir dans une entreprise. Beaucoup de débutants achètent également des produits financiers qu'ils ne comprennent pas. La plupart des gens savent ce qu'est une action ou encore un ETF, mais très peu de gens comprennent réellement ce que sont les contrats de futur ou les options. C'est donc une très mauvaise idée pour un débutant de se lancer dans la spéculation sur les contrats d'options, les contrats de futur, sans comprendre réellement ce que sont ces produits, comment ils fonctionnent et comment ils peuvent vous faire perdre de l'argent. Donc pour les débutants, il vaut mieux se tenir aux produits classiques qui sont faciles à comprendre et prendre votre temps de connaître la bourse. Et donc une fois que vous maîtrisez la bourse, vous pourrez vous aventurer à acheter des produits plus sophistiqués. Mais au début, quand vous débutez, n'achetez pas de produits sophistiqués et tenez-vous-en aux produits de base. La cinquième erreur que commettent de nombreux débutants, c'est de faire trop de trading. Alors beaucoup de débutants, lorsqu'ils débutent, ils vont acheter des actions d'entreprises qui les intéressent, mais après plusieurs jours, quelques semaines, quand le prix n'a pas trop bougé, ils vont vendre ces actions-là pour acheter les actions d'autres entreprises qu'ils ont vues qui les intéressent encore plus. Ils vont répéter ce cycle puisqu'ils vont voir que finalement le prix de l'action ne bouge pas tellement, ou moins qu'ils ne le voulaient, et qu'il y a toujours d'autres entreprises qui les intéressent. Et vu qu'ils n'ont pas le capital suffisant pour acheter toutes les entreprises qui les intéressent, eh bien, ils vendent et ils achètent et ils revendent des actions très fréquemment. Ça, c'est une très mauvaise stratégie et il faut éviter à tout prix de la commettre, et ce pour 4 raisons principales. La première, c'est que lorsque vous achetez et que vous vendez une action, il y a souvent des frais de commission qui sont liés à chacune de ces opérations. Ce qui veut dire que déjà, cela va grignoter sur votre rentabilité. Si vous avez la chance d'avoir une plateforme qui vous permet d'acheter tous les produits sans frais de commission, ce problème ne se posera pas. Mais pour la plupart des plateformes, il y a des frais de commission et cela donc joue sur la marge et sur la rentabilité que vous allez réaliser sur chaque opération. Enfin, lorsque vous vendez une action, si vous avez une plus-value, aussi minime soit-elle, vous allez devoir la déclarer à la fin de l'année et donc vous allez payer des impôts sur les plus-values. Plus vous faites de transactions, plus vous allez devoir payer de taxes sur les plus-values. Et donc c'est pourquoi également que faire trop de trading, c'est très inefficace si vous souhaitez vraiment être le plus rentable possible à long terme. Troisièmement, rappelez-vous que les gains se réalisent sur des longues périodes. Donc si vous achetez un produit financier, il est très rare de réaliser des très gros gains sur une petite période. Et souvent, lorsque vous vendez une entreprise parce que vous êtes impatient, eh bien, il se peut que quelques mois plus tard, vous voyez que celle-ci a pris 30%, ou que 2 ans plus tard, vous voyez que celle-ci a pris 250% en l'espace de quelques petites années. Et là, vous allez regretter d'avoir vendu la position trop vite, simplement par impatience. Donc, un investissement a besoin de temps pour fructifier. Et la quatrième raison pourquoi c'est une très mauvaise idée de faire trop de trading, c'est parce que le trading sur le très long terme n'est pas rentable et seule une infime minorité de traders arrivent à générer des profits de manière régulière. Si vous prenez des horizons d'investissement de 5, 10 ou 15 ans, 90% quasiment des traders ne réalisent pas de profit
Et certaines études suggèrent même que seulement 1% des traders arrivent à générer des profits de manière prévisible sur le très long terme. Donc en tant que débutant, il est déconseillé de faire du trading ou si vous voulez vous lancer dans le trading, il faut vraiment que vous vous spécialisez là-dedans parce que l'investissement et le trading sont deux choses très différentes, ce sont deux stratégies diamétralement opposées lorsqu'on est en bourse. Il faut bien savoir quelle stratégie vous adoptez afin de ne pas avoir une approche confuse qui mène à des rendements inférieurs à ceux dont vous pourrez espérer si vous faisiez les choses proprement. La sixième erreur que commettent de nombreux débutants, c'est d'acheter des penny stocks. Un penny stock, c'est une action dont le cours est inférieur à 5 dollars et souvent même inférieur à 1 dollar. Pourquoi est-ce une mauvaise idée d'acheter des penny stocks? Beaucoup de débutants voient donc que le prix d'action coûte 10, 20 ou 50 centimes, donc ils se disent qu'ils peuvent facilement acheter quelques centaines, voire quelques milliers d'actions de cette entreprise-là, en se disant que finalement, il y a une grande chance que le prix augmente ou quadruple ou quintuple ou soit multiplié par 20 puisque l'action ne coûte pas cher. Mais souvent, une action qui coûte 1 dollar a plus de chances de tomber à 50 centimes qu'elle n'a de passer à 2 dollars ou 3 dollars. Pourquoi? Parce que les penny stocks, ce sont les actions d'entreprises qui n'ont rien prouvé, dont l'avenir est incertain, qui souvent perdent de l'argent, voire parfois même qui ont des équipes dirigeantes dont on ne connaît pas très bien les intentions. Aussi, ce sont les actions d'entreprises qui sont souvent pris pour cible par des scammers, donc des gens qui vont faire du bruit autour de ces entreprises sur les réseaux sociaux ou sur Internet, via des newsletters, sur YouTube, sur des blogs ou sur des forums. Et ils vont parler de cette entreprise pour attirer des investisseurs. Donc le scammer, lui, il a déjà acheté beaucoup de parts de cette action quand personne ne la connaît. Et au fur et à mesure que les gens achètent, le prix de l'action va monter. Et une fois que l'action a atteint un certain pic, eh bien, le scammer va vendre toutes ses actions, ce qui va faire chuter le prix de l'action brutalement. Et vous allez vous retrouver avec un large panier d'actions qui ne valent plus rien. Donc vous serez en fait obligé de vendre à perte une action qui n'a en fait, et vous allez découvrir que c'est une entreprise qui ne vaut rien. Alors c'est pourquoi il faut éviter à tout prix d'acheter des penny stocks. Contre-intuitivement, les débutants ne comprennent pas qu'une action à 150 ou 200 dollars est potentiellement une meilleure affaire qu'une action à 1 dollar. Et souvent, en l'espace de 3-5 ans, vous verrez, si vous revenez en arrière et que vous comparez les actions qui vous intéressaient à ce moment-là, vous verrez que l'action à 150 dollars a plus de chances de doubler ou tripler en valeur en l'espace de quelques années que le penny stock à 1 dollar d'une entreprise qui ne va nulle part. Donc évitez d'acheter des penny stocks et tenez-vous-en aux actions des grandes compagnies qui sont des leaders dans leurs industries, qui ont des revenus stables, des business models prouvés et qui sont des entreprises matures. Vous verrez qu'à long terme, ce sont des meilleurs investissements. La septième erreur à ne pas commettre, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier et ne pas diversifier son portefeuille. Les débutants parfois ont tendance à mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tout leur argent dans une ou deux actions. Alors ça, c'est une très grosse erreur parce que si ces deux actions-là ont des mauvaises performances, eh bien votre portefeuille va plomber, vous serez dans le rouge et vous n'aurez aucune marge de manœuvre pour redresser la barre. Pourquoi? Si vous investissez dans des actions individuelles, il est conseillé d'avoir en 10 et 20 actions dans votre portefeuille, ce qui vous permet donc de pouvoir avoir une marge de manœuvre au cas où une entreprise a une mauvaise performance. Déjà, cela ne va pas impacter tout votre portefeuille, mais ensuite vous pourrez vendre cette position peut-être à perte pour réinjecter ces capitaux ailleurs. Il faut se diversifier et éviter d'être trop investi sur un seul secteur d'activité. Donc, par exemple, si vous avez 10 ou 20 actions dans votre portefeuille, c'est en général une mauvaise idée d'avoir que des actions du secteur du pétrole par exemple. Si le cours du baril chute ou que le secteur pétrolier entre en crise profonde, vos actions vont perdre en valeur, ça se trouve les dividendes seront coupés et puis bien votre portefeuille sera pas rentable, sera dans le rouge, vous n'aurez plus de revenus et donc cela risque en fait, de causer des gros dégâts sur votre rentabilité. Donc il est mieux de se diversifier sur divers secteurs afin que si un secteur entre en crise, cela ne va pas affecter la rentabilité totale de votre portefeuille. Cela nous mène donc à la huitième erreur que commettent de nombreux débutants, c'est de ne pas investir dans des ETF. Un ETF, c'est la meilleure façon de se diversifier à moindre coût. Warren Buffett disait d'ailleurs que l'investisseur lambda, donc l'investisseur normal, le particulier, le meilleur investissement qu'il peut réaliser, c'est un ETF avec des faibles coûts de gestion. Effectivement, un ETF, c'est un panier d'actions qui cherche à reproduire la performance d'un indice de référence. Par exemple, il existe des ETF qui suivent l'évolution du marché français, comme le CAC 40, ou des ETF qui suivent l'évolution du marché américain, comme l'ETF S&P 500, qui est un des ETF les plus populaires au monde et qui génère un rendement annuel moyen de l'ordre de 8 à 10% sur des très longues périodes. Et ça, 8 à 10%, c'est un rendement qui sera supérieur à beaucoup de fonds mutuels ou de fonds qui sont gérés de manière active. Elles sont par exemple trois ETF très connus qui permettent de réaliser des bons rendements à long terme. L'ETF S&P 500 qui traque les performances des 500 plus grosses entreprises cotées sur les marchés américains. L'ETF Nasdaq 100 qui traque la performance des 100 plus grosses entreprises non financières cotées sur le Nasdaq,
qui est un ETF qui génère une très forte croissance. Et enfin, le Vanguard Total World ETF, qui traque la performance des grandes entreprises cotées sur pratiquement tous les marchés boursiers mondiaux, ce qui vous donne une exposition à la croissance de l'économie mondiale. Donc, une erreur que commettent de nombreux débutants, c'est de ne pas utiliser les ETF et de préférer investir dans des actions individuelles qui, sur le long terme, génèrent des moins bons rendements que le rendement du marché. La neuvième erreur que commettent de nombreux débutants, c'est d'acheter et vendre des produits financiers selon leurs émotions. Beaucoup d'investisseurs achètent des produits par euphorie ou par appât du gain sans se soucier des fondamentaux. Cela, c'est très risqué parce que vous achetez un produit que vous ne connaissez pas et cela vous expose à des pertes si en fait il s'avère que ce produit est de mauvaise qualité ou il y a quelque chose qui se passe d'inattendu qui fait que le produit en question va perdre de la valeur. Aussi, beaucoup de gens vont vendre leur position dès que le marché baisse un peu par panique de perdre tout leur capital. Mais il ne faut jamais oublier que le marché est très volatile et que les fluctuations sont inhérentes à la bourse, mais que sur le très long terme, la bourse est résiliente et finit souvent par repartir à la hausse. Du moins lorsqu'on parle des places boursières majeures, notamment le S&P 500. C'est pourquoi, en période de crise, quand le marché baisse, il ne faut pas paniquer et vendre vos positions si vous avez en portefeuille des positions de très grande qualité dont vous avez analysé la valeur intrinsèque et que vous savez qu'à long terme, ce sont des entreprises avec des gros potentiels de croissance. Si vraiment le cours baisse et que c'est dû à des fondamentaux qui changent et que l'entreprise entre dans une crise profonde, vous pouvez vous délester de cette position. Mais si c'est une entreprise à grande qualité, ça ne sert à rien de vendre à perte puisque sur le long terme, les phases baissières sont suivies de phases haussières. C'est le cycle du capitalisme, ce sont les cycles économiques qui fonctionnent comme ça. Et l'investisseur à long terme est conscient de ça et il sait finalement qu'à long terme, les marchés repartent à la hausse. Donc essayez de mettre vos émotions de côté et de ne pas prendre de décisions émotives lorsqu'il en vient à la bourse et de rester le plus rationnel possible. La dernière erreur que commettent de nombreux débutants, c'est de ne pas chercher à apprendre et à se cultiver et en savoir plus sur le fonctionnement de la bourse. Il est important de toujours lire et d'être au courant de l'actualité et de comprendre les mécanismes de l'économie mondiale pour savoir dans quel sens va aller la bourse à l'avenir, ou du moins essayer de comprendre la trajectoire de la bourse. C'est pourquoi il faut lire l'actualité financière, il faut s'intéresser aux nouvelles technologies qui émergent et dans quel sens se dirige l'économie mondiale. Est-ce qu'on se dirige vers une société de services technologiques? Est-ce que c'est la technologie qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est le monde du travail réel qui va prendre le dessus? Dans quel sens se dirige l'économie? Il faut lire des livres donc, sur le business également. Vous pouvez lire également toutes sortes de livres, des livres sur les grands investisseurs de l'histoire, comment est-ce qu'ils ont fait pour générer leur patrimoine boursier, des livres sur le business, comment est-ce qu'une entreprise réussit ou comment est-ce qu'elle échoue, comme ça vous pourrez identifier les entreprises qui font les bonnes choses, les entreprises qui commettent des erreurs. Qu'est-ce qui fait un grand leader? Puisque toute entreprise a besoin d'un management sérieux, innovateur, avec une vision. Donc il faut apprendre ce que fait un bon leader, ce que fait le bon management. Enfin, lisez des livres sur les industries qui vous intéressent pour savoir comment elles fonctionnent, qui sont les leaders, qui sont les acteurs émergents et quelles sont leurs perspectives de croissance à l'avenir. On ne peut jamais faire assez de lecture, on ne peut jamais être assez informé. Plus vous êtes informé, plus vous allez pouvoir prendre de bonnes décisions. À ce titre, Charlie Munger, donc l'associé historique de Warren Buffett, dit qu'il n'a jamais rencontré une seule personne très cultivée sur un large panel de sujets qui ne lisait pas beaucoup. Il dit jamais il n'a rencontré une personne cultivée sur un large panel de sujets qui ne lisait pas beaucoup. Et même vous seriez surpris de savoir à combien de lectures fait Warren et combien j'en fais moi-même. Ils disent que ses enfants se moquent de lui en disant qu'il n'est finalement qu'un livre sur pattes. Donc Charlie Munger, qui est donc un investisseur légendaire, vous dit lui-même qu'il lit énormément et qu'il ne peut jamais assez s'informer. Donc une erreur que commettent de nombreux débutants, c'est de ne pas chercher à s'informer suffisamment et ne jamais chercher à en savoir plus afin d'approfondir leurs connaissances pour pouvoir prendre des meilleures décisions qui à long terme augmenteront leurs gains et réduiront leurs pertes. Voilà donc les 10 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on débute en bourse et surtout comment les éviter et que faire à la place. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications et laissez un commentaire pour me faire part de vos observations et de vos commentaires sur ces 10 erreurs et comment faire pour ne pas les commettre et quoi faire à la place afin qu'on puisse adopter les bonnes stratégies, avoir les bons réflexes et être en bon état d'esprit pour gagner de l'argent en bourse sur le long terme. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.